Pourquoi la fiabilité des voitures neuves a-t-elle diminué en 2025? Et Honda. General Motors rappelle 14 millions de véhicules pour défaillance moteur, touchant principalement les modèles 62 et 53. Sans parler du tout nouveau Lexus LX, qui est connu pour des défaillances catastrophiques sur leur LX 600. Des signes évidents de problème. Presque tous les constructeurs automobiles font face à de grands rappels et défaillances majeures. Je vais exposer les principales raisons de ces gros problèmes de rappel, défaillances majeures et soucis de fiabilité. Tout ça, c'est pratiquement parti en fumée. Allons-y maintenant. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. La fiabilité a disparu en 2025 principalement à cause de cela. Oui, cette petite Volvo devant nous est une XE. Je ne sais même pas ce que c'est, mais est-ce important puisqu'elles se ressemblent toutes? Et il y a beaucoup de ces véhicules, et cette transition vers l'électrification sur ce XC40 parce que celui-ci est une version recharge à transmission intégrale. Et beaucoup de ces véhicules électriques aujourd'hui, ils ont toute la technologie de pointe, ils sont superbes, ils sont tape à l'œil et performants, et ils roulent bien. Mais il y a cette course et les réglementations, Union européenne, 7. De nombreux constructeurs envisagent l'électrification, mais ce ne sont pas vraiment les véhicules électriques qui posent un problème. C'est le développement, la recherche, la création et la fabrication. Bien sûr, les pièces et métaux coûteux des batteries, la chaîne de traction électrique et la technologie peu connue. La plupart des constructeurs fabriquent des moteurs à combustion interne depuis de très nombreuses années et ils savent comment faire. Ce n'est pas à réinventer la roue, il peut s'agir d'un moteur basique, ils peuvent y apporter des modifications, améliorer la consommation de carburant, ajouter une injection directe turbo, faire en sorte qu'il consomme moins de carburant et qu'il développe plus de puissance. Mais au final, cela reste basé sur une plateforme similaire à celle qu'ils utilisent depuis des décennies. Maintenant, avec l'arrivée de l'électrification, l'obligation d'atteindre zéro émission signifie que beaucoup de ces véhicules sont désormais conçus de manière tellement avancée technologiquement que de nombreux constructeurs, comme celui-ci par exemple, sont bien moins familiers avec ces procédés. Ils doivent donc créer ces nouveaux véhicules de zéro. Et ce que cela signifie, c'est que cela va leur coûter beaucoup d'argent. Former de nouvelles équipes et compétences en développement, ils ne comprennent pas cela. La chaîne d'approvisionnement devient un facteur où certains minéraux et éléments pourraient ne plus être accessibles partout. Ils doivent cibler certains marchés car les tarifs douaniers et autres facteurs affectent désormais le résultat net, la chaîne d'approvisionnement et le coût de fabrication a fortement augmenté. Et donc, en faisant cela maintenant, fabriquer beaucoup de ces véhicules à moteur à combustion interne, clairement, mais beaucoup de ces véhicules au second plan. Sachant très bien qu'ils vont probablement disparaître dans 5 à 10 ans, selon les plans actuels. Ce faisant, on semble accorder moins d'attention à la qualité et à la durabilité. Une des principales méthodes actuelles pour fabriquer ces véhicules électriques, selon moi, repose sur de nombreuses mesures de réduction des coûts. Nous savons même que Ford, en 2025, ils ont adopté une configuration plus modulaire, économisant des milliers de pièces grâce à la conception de leurs nouveaux camions. Ainsi, il est désormais bien plus simple de fabriquer à la chaîne et de précommander des composants plus modulaires. Assembler rapidement tout cela permet d'économiser sur la main-d'œuvre, l'un de leurs principaux coûts de fabrication. Donc au final, la transition vers le marché de l'électrification signifie qu'il y a des mesures de réduction des coûts quelque part. Pour maintenir leurs bénéfices, ces fabricants doivent en faire des économies, ce qui arrive actuellement. Développant une technologie très coûteuse, ils réduisent les coûts ailleurs. Voilà. Voici un autre exemple classique montrant comment la fiabilité affecte même des fabricants réputés comme Lexus. Maintenant, nous avons ici un GX 460 et un 470, mais il y a aussi un grand frère de celui-ci. L'ancien LX 570, doté d'un V8 atmosphérique, était la génération précédente et particulièrement fiable, l'un des véhicules les plus fiables. Nombre d'entre eux ont dépassé 1 million de miles. Désormais, Lexus a aussi évolué avec le nouveau LX, 600 successeur du LX 570. Lexus a équipé le nouveau LX 600 d'un V6 biturbo 3,4L identique à celui du nouveau Tundra. Cela a entraîné de nombreux problèmes, avec des centaines de milliers de pannes ou de risques de panne actuellement. Il y a beaucoup de clients satisfaits, mais de nombreux clients ont quitté la marque parce que la fiabilité n'est plus au rendez-vous. Pourquoi Lexus a-t-il fait ce détour ? De nombreux anciens véhicules Lexus utilisaient le des V8 atmosphériques, 46, 47, 57 et même des V6. Certains petits modèles comme la série IS-LES et la 350 voient dans leur moteur disparaître. Cela tient en grande partie aux réglementations et normes actuelles. Les réglementations. Union européenne, 7 sont cruciales en Europe.
Leurs effets seront visibles dès 2030-2035 avec l'objectif de zéro ou quasi zéro émission. La réalité malheureuse, c'est que les normes Environmental Protection Agency CARB sont tous des facteurs qui contribuent directement à ce que les constructeurs doivent trouver des moyens plus créatifs de fabriquer des véhicules à zéro émission ou à très faibles émissions. Pour les 5 à 10 prochaines années, jusqu'à atteindre le zéro émission comme pour beaucoup de véhicules électriques, on observe que les constructeurs développent des moteurs plus petits, des turbocompresseurs, des technologies d'injection directe, même chez Lexus Toyota. Même s'ils ont trouvé un moyen de contrer certains des impacts, par exemple, l'injection directe est un gros problème avec lequel beaucoup de constructeurs rencontrent des difficultés. Dans de nombreux cas, Lexus utilise un format à 2 étapes. Ils utilisent une injection de carburant par port et une injection directe. L'injection de carburant par port sert à nettoyer les soupapes d'admission et éviter l'encrassement par le carbone. Cela complique la situation pour beaucoup de constructeurs, car si Toyota et Lexus ont des solutions, de nombreux équipementiers n'en disposent pas. La plupart des constructeurs, comme Audi, Volkswagen ou Mercedes-Benz, ont conçu un moteur à injection directe pour réduire les émissions et améliorer la consommation de carburant. Ils ne compensent pas l'accumulation naturelle de carbone présente dans la plupart des voitures à injection directe. Cela, vous savez, ça commence à apparaître entre 30 000, 40 000, 50 000 km. Presque tous ces véhicules vont commencer à accumuler un excès de carbone dans l'admission sur les soupapes d'admission. Et puis, bien sûr, cela crée encore plus de suie dans le système et, au final, cela signifie que le moteur s'étouffe et peut potentiellement être complètement endommagé. Vous avez du carbone sur les soupapes et les segments. Ensuite, vous commencez à consommer de l'huile et, dans de nombreux cas, les moteurs ne tiendront tout simplement pas. Même avec des solutions comme le nettoyage aux coquilles de noix, cela ajoute un entretien inattendu pour beaucoup. Pour respecter ces normes d'émission, les constructeurs choisissent souvent des moteurs plus petits, la suralimentation, l'injection directe et d'autres technologies similaires. Cela signifie simplement que la durée de vie de beaucoup de ces moteurs modernes dépend uniquement du risque de panne catastrophique. Je veux dire, on commence à avoir de plus en plus de problèmes à ce sujet, plus d'exigences en matière d'entretien, plus de moteurs qui commencent à consommer de l'huile. C'est un gros problème. Je veux dire, on a entendu parler de Kia et de certains de leurs problèmes, même avec leur moteur, Theta 2. Parmi les causes de défaillance figurent l'injection directe, des paliers de vilebrequin trop petits, les segments de piston et l'alésage. Les rayures sont un gros problème. Et beaucoup de cela est lié à l'injection directe, à une conception insuffisante et simplement à la création d'un produit de moindre qualité. Mais au final, c'est un ensemble de problèmes qui créent beaucoup de défis pour les moteurs et beaucoup de constructeurs finissent pas maintenant par lancer une voiture sur le marché. Tant que ça tient la période de garantie de 3 ou 4 ans, ça suffit pour la plupart des constructeurs, parce qu'ils savent même que beaucoup d'acheteurs achètent une voiture, la conduisent pendant 3 ou 4 ans, la vendent, la reprennent en échange et s'en fichent. Pourquoi fabriqueraient-ils une voiture qui dure 30 ans ? Ils ne le feront pas. Ils ont la technologie et le savoir-faire, mais ne l'utilisent pas. Qu'est-ce que cette Maserati a en commun avec Ram, Jeep, Fiat et Alfa ? Eh bien, ils font tous partie de Stellantis. Et malheureusement, Stellantis a rencontré d'importants défis ces dernières années avec de mauvaises ventes. Parce que les prix sont extraordinairement élevés, et beaucoup de ces prix élevés sont répercutés sur le consommateur sous forme de coûts élevés, de coûts très élevés. Cela signifie que beaucoup de ces véhicules doivent maintenant voir plus de compromis être faits. En raison du coût de la main-d'œuvre, Stellantis a négocié avec ses ouvriers, car c'est l'un des principaux coûts d'entrée. Chaque partie d'une entreprise doit toujours examiner les coûts entrants et sortants. Si un élément comme le coût de la main-d'œuvre augmente, ils doivent trouver des moyens de compenser cela d'une manière ou d'une autre. Mais comme l'entreprise est syndiquée, on ne peut pas changer cela maintenant. Ils ont négocié à une période où le marché était très dynamique, les voitures se vendaient immédiatement sans rester en stock. Ils se sont un peu emballés, trop zélés et gourmands. Finalement, ils ont augmenté les prix bien au-delà de la valeur réelle des véhicules. La qualité ne justifiait pas cela et au final, on a un constructeur incapable de se débrouiller seul. Parce que les gens ne sont pas prêts à payer les prix élevés de beaucoup de ces nouveaux véhicules et par conséquent, maintenant, d'autres compromis pourraient en devoir être faits. Beaucoup considèrent désormais Stellantis et ses produits comme Ram, Jeep, Chrysler, Fiat et Alfa parmi les véhicules les moins fiables au monde. Aujourd'hui, c'est en partie une question de perception, que vous jugiez un véhicule comme la Maserati peu fiable ou non. De nombreuses marques rencontrent toujours des problèmes de fiabilité qui ne s'améliorent pas. Parce que pour s'améliorer, il faut être très proactif, il faut regarder les problèmes, les arrêter dès le début, s'en occuper, les améliorer, les repenser. Mais quand on n'a pas l'argent et qu'on n'a pas de trésorerie, on cherche plutôt à faire sortir plus de véhicules, peut-être à réduire les coûts d'une manière ou d'une autre. Actuellement, Stellantis, par la voix de Tim Kuniskis, nouveau dirigeant de Ram, s'est exprimé. Nous prolongeons la garantie moteur à 10 ans
Donc tous ces petits avantages supplémentaires que nous voyons à l'arrière-plan signifient que cela va coûter à l'entreprise. Comment vont-ils répercuter cela maintenant ? Pièces de moindre qualité, conception inférieure et problèmes de fiabilité possibles. Le coût de la main-d'œuvre, devenu un des principaux facteurs, pousse désormais les fabricants à chercher à réduire les dépenses ailleurs. Oh, encore un, oh. Nous nous souvenons qu'en 2020, il y avait les confinements et beaucoup de fabricants fermèrent des usines et des installations. Ils ne pouvaient pas obtenir les produits, ils ne pouvaient pas avoir de travailleurs, et cela a créé toutes sortes de remous pendant les 2 à 3 années suivantes. Et nous avons vu toutes sortes de changements se produire pendant cette période. Des changements avec les travailleurs travaillant à domicile, des changements dans la chaîne d'approvisionnement. L'accès aux pièces était impossible. Les usines subissaient des retards pour leurs composants. Un changement d'attitude s'est produit, de nombreux fabricants cherchant simplement des solutions alternatives. Et nous avons aussi remarqué qu'à cause de cela, il y avait des pénuries, et cela pendant cette période. Depuis 2020, les consommateurs acceptèrent de payer plus cher en raison des pénuries. Les fabricants ont rapidement compris que la qualité n'avait pas besoin d'être au rendez-vous et que les prix n'avaient pas besoin d'être aussi compétitifs. Ils pouvaient diminuer la qualité et certaines technologies. Par exemple, de nombreux fabricants n'intégraient pas certains modules ou grands écrans et réduisaient l'emploi des fonctionnalités, juste pour sortir le produit, car ils n'avaient peut-être pas la puce adaptée. Les véhicules fabriqués à partir de 2020, 2021, 2022 et au-delà font partie des véhicules les plus mal construits et les moins fiables au monde. Maintenant, bien qu'il y ait une part de vérité là-dedans, et que beaucoup de choses soient dues au hasard, cela rejoint certaines des autres raisons dont je viens de parler. Il y a une réalité forte et un lien avec le fait que, selon ma propre opinion, les constructeurs ne créent plus le produit ni la qualité, ils ne se soucient non plus de satisfaire les consommateurs avec leurs voitures. Le modèle économique récent privilégie la production rapide et massive de véhicules, même avec beaucoup de plastique, tant qu'ils quittent l'usine. Les gens recherchent de grands écrans, les gens veulent des commandes haptiques et capacitives. 2 ou 3 ans après, alors que la technologie se développe, beaucoup s'en rendent compte. Un module neuf peut coûter 4 000 € un grand écran, 5 000 € s'il tombe en panne à moins 30 degrés Celsius. Désormais, on constate les conséquences. En réalité, les constructeurs gagnent trop d'argent sur les suppléments. L'augmentation du prix et de la marge sur ces modules et technologies leur permet d'augmenter les tarifs. Maintenant, quelles sont certaines des technologies du côté de la sécurité ? Ils ne peuvent pas les éviter. Certaines deviennent même obligatoires par les gouvernements. La plupart de ces technologies sont aujourd'hui optionnelles. Les véhicules haut de gamme, ils en vendent de beaucoup grâce à la technologie qui est cachée sous le capot. En faisant cela, on constate trop de choses à la fois. Des véhicules trop complexes et trop de sous-traitance de composants de moindre qualité. C'est aussi le point suivant, la chaîne d'approvisionnement en fait partie. Ils n'ont pas pu avoir accès aux pièces et aux composants, alors ils ont commencé à se dépêcher de les sortir. Quand ils les avaient, ils ont commencé à rationner les pièces. Installées dans certains véhicules haut de gamme, elles sont absentes des modèles inférieurs. Si vous cherchez un constructeur, par exemple une marque de luxe, ils savent qu'un tel véhicule offre bien plus de marge. Audi RSQ, lui, vous offre ce nouveau V8 biturbo de 4 litres. Il développe une puissance extraordinaire. C'est une Lamborghini Urus rebadgée et restylée. Pourquoi ne pas y intégrer toutes sortes de technologies et limiter l'usage des puces ? Et la placer dans un véhicule à forte marge où il gagne 6 ou 7 points plutôt que dans un produit moins cher. Ce Mercedes GLC 300 n'est pas le modèle d'entrée de gamme, mais reste bas dans la gamme Mercedes-Benz. Les constructeurs n'auraient pas la marge et n'auraient aucun intérêt à intégrer autant de puces dans un véhicule générant seulement 5 à 7 000 $ de profit par vente. Au contraire, mettons-les dans ce véhicule pour qu'on puisse peut-être gagner 30 000 $ sur une transaction, ou 25 000. Parce que la chaîne d'approvisionnement a joué un rôle majeur ici. Mais à cause de ces pénuries, il y a toujours cette question. D'où allons-nous obtenir nos pièces ? D'où allons-nous obtenir ces puces ? Et cela signifiait souvent accélérer les choses, faire sortir les produits plus rapidement. Même côté approvisionnement, de nombreux défis persistent, notamment avec la chaîne d'approvisionnement et les moteurs forts 2,7 et 3 litres SO. Ils avaient une série de moteurs dotés de soupapes d'admission. Celles-ci se fracturaient à cause de ce type de produit, puis elles se détachaient et tombaient dans la chambre de combustion. Cela arrivait rarement mais régulièrement, souvent sur des véhicules peu kilométrés. Donc en gros, dès le départ, on savait tout de suite que ça allait être un problème, mais c'était un énorme souci et c'était lié à la chaîne d'approvisionnement. General Motors, ils évoquent ces vilebrequins soi-disant fabriqués au Mexique. Les vilebrequins et la masse rotative auraient été mal usinés et mal polis. Cela a causé une défaillance précoce des roulements et une panne majeure du moteur. On parle de 877 000 pannes moteurs dues seulement au problème de vilebrequin.
Parce que cela a été sous-traité et fourni par un fabricant extérieur aux usines habituelles de General Motors. Malheureusement, cela a causé de gros problèmes à General Motors ces dernières années. Par exemple, le L87, présent dans de nombreux camions, un V8 de 6,2 litres à la puissance correcte. C'est certainement l'un de leurs moteurs emblématiques, et les moteurs que vous retrouveriez dans les versions améliorées. Les grands véhicules, comme les Yukon et Denali, étaient souvent dotés du 6,2 litres, mais le problème avec ce moteur, c'est qu'il avait un nombre important de soucis. Mais même General Motors ne peut pas toujours accuser la sous-traitance, les pénuries ou les défaillances liées aux des fournisseurs. Parce que même leurs plus petits moteurs V8 de 5,3 litres ont connu de nombreux problèmes catastrophiques de poussoirs. Une grande part était liée à la technologie, notamment la désactivation des cylindres, exigée par l'Environmental Protection Agency et d'autres régulateurs pour que General Motors réduise la consommation. La désactivation des cylindres génère ainsi plus de carbone. Et bien sûr, il y a des ratés, des problèmes d'électrovannes. Ensuite, vous savez, ils ont eu toute une série et un niveau constant de problèmes sur les nouveaux 53 également. Autre raison, plus virile, qui est le meilleur ? Que reprocher à un V8 atmosphérique fiable prévu pour 800 000 km ? Demandait Alexis. Et diverses marques européennes. Allez prendre un V8 atmosphérique, redessinez-le avec une injection directe de carburant, un turbocompresseur, et créez maintenant un moteur dont la puissance est doublée. Je veux dire, regardez le RSQ8. Voici un exemple classique d'un véhicule qui surpasse presque tout le reste sur le marché. Vous pouvez aussi avoir un moteur similaire dans la Renault Sport 7 visible ici. Ces véhicules, on parle de plus de 600 chevaux dans de nombreuses configurations. 600 chevaux. De nombreux constructeurs fabriquent désormais des véhicules que j'adore. Ils sont très excitants à conduire. Mais il y a ce sentiment de compétition, ce sentiment qu'ils doivent surpasser le prochain concurrent direct. Ce serait comme un véhicule tel que la Mercedes-Benz E63S comme celui-ci. Entre Aufrecht Melcher, Gros Aspar Mercedes cherchant à rivaliser avec Porsche, BMW M5S ainsi que Audi Renault, Sport 7S. Beaucoup de ces constructeurs cherchent ça toujours à relever la barre, à élever le niveau. Donc sur le papier, ça a l'air incroyable. La plupart des gens ne peuvent utiliser 600, 700 ou 800 chevaux sur route. Moi j'adore ça sur circuit. Ces véhicules sont conçus pour le circuit. L'expérience est incroyable, essayez-la. Mais en réalité, la plupart des gens cherchent juste à se déplacer avec quelque chose de confortable, de luxueux. Les chiffres font toujours vendre. Avoir une voiture, un SUV ou un nouveau moteur plus puissant que la concurrence, ou offrant 80 chevaux de plus que la génération précédente, enthousiasme les gens. C'est un engouement, mais malheureusement, en créant cette puissance supplémentaire, ces performances et cette puissance de sortie, cela engendre des défis et des problèmes de fiabilité. De nombreux systèmes de suralimentation réduisent la durée de vie de ces véhicules, sauf s'ils sont bien conçus. Maintenant, Porsche sait comment construire un moteur turbo, et ils peuvent fabriquer des moteurs qui durent longtemps. Mais à mesure que ces constructeurs cherchent des moyens toujours plus créatifs d'augmenter et d'extraire davantage de puissance de ces moteurs. Ce que nous constatons, c'est de plus en plus de défis en matière de fiabilité. Combien de temps les voitures de course tiennent-elles ? Posez-vous aussi cette question. Pourquoi la nouvelle Ford Mustang GTD, une voiture absolument incroyable qui développe plus de 800 chevaux dans sa version routière ? La voiture dont les gens prennent maintenant possession. Cependant, la version de circuit utilisée pour la course n'a peut-être que 2/3 de cette puissance. C'est parce que les chiffres parlent et les chiffres vendent des voitures sur le papier, dans la rue. Les voitures de course doivent tenir sur la durée, elles doivent rouler pendant longtemps et le faire de manière fiable. C'est pourquoi, quand on y pense, parfois même on a vu chez Corvette que certaines de leurs voitures de course produisaient en fait moins de puissance que le même modèle de leur voiture de série. C'est parce qu'ils savent que les voitures de série ne sont pas poussées aussi fort, mais inversement, elles ne sont pas non plus aussi fiables. Elles ne sont pas faites pour ça, produisent trop de puissance, donc la fiabilité en souffre. Mais au cas où vous chercheriez des véhicules vraiment fiables, j'ai une excellente liste pour vous. Faites une autre liste si vous envisagez un achat où la fiabilité est essentielle. Parce que bien sûr, cela signifie de l'argent en moins dans la poche et du temps perdu dans notre journée. J'espère vous retrouver tous à la prochaine. À bientôt tout le monde. À très bientôt, bonne journée, au revoir.